Bonjour à tous, bienvenue sur CryptoForce, les amis, pour l'actualité crypto, donc numéro 30. C'est vrai que là j'ai un petit peu d'avance, parce que je le fais normalement le jeudi. Là je le fais mercredi, parce que je ne pourrais pas le faire demain. Donc j'ai pris un petit peu d'avance là-dessus. Bon, sinon, comme d'habitude, ça ne changera rien au format. Je vais parler du VeChain, je vais parler de l'application VP de Ecomi, mais également de Ultra. Vous savez, ça fait un petit moment que je n'ai pas fait de mise à jour sur ce projet et je ne parlerai pas par contre du XRP de Ripple parce qu'il n'y a pas eu de nouvelles sensationnelles, on va dire, entre-temps. Voilà, et bien sûr, comme d'habitude, je ferai l'actualité crypto plus générale en fin de vidéo. On ne change rien à la chanson. Voilà les amis, et donc bien sûr, c'est parti. Donc là, je suis sur, comme d'habitude, je vais parler du VeChain et regardez, là, j'attaque du dur à fond, là, à fond les ballons avec VeChain et notamment donc, un tweet de la fondation VeChain qui a retweeté notamment une information de la plateforme exchange Coinbase, comme quoi Coinbase est bien ajouté à sa roadmap, c'est-à-dire à sa feuille de route de listing un potentiel, on va dire, de prochaines crypto-monnaies, eh bien, elle a ajouté le VeChain et également le VTHO, c'est-à-dire le VTOR. Donc c'est du lourd. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que là, si je récapitule, nous sommes dans une période où on a les régulateurs qui tapent comme des malades sur les plateformes exchange aux États-Unis, notamment avec la SEC. Dans l'Union européenne, on a la loi MiCA qui est en train d'émerger. On a d'autres lois, notamment, je vais en parler dans les actualités crypto qui sont en train de passer, mais sous les radars, on n'entend pas trop parler, mais ça aura un impact sur l'écosystème crypto, notamment avec le Data Act et également une régulation sur les pondérations des fonds propres des crypto-banques. Ça, je vais vous en parler en fin de vidéo. Très important. Mais en tout cas, on voit que voilà, on a le monde entier qui se réveille, là, au niveau des gouvernements, des banques centrales, ils sont en train de dire les crypto-monnaies, il faut absolument les réguler. C'est une bonne chose, mais ils sont en train de taper dessus en même temps. Hein. On le voit bien, surtout aux États-Unis. Donc, dans ce contexte-là, on voit que Coinbase, qui se fait attaquer en justice aux États-Unis par la SEC, eh bien, une des premières cryptos qu'elle intègre dans sa roadmap, ben, c'est le VeChain. Donc ça veut tout dire. Ça veut dire que là, les plateformes exchange, elles n'ont pas le choix, déjà dans leurs actions, que de prendre en compte également le regard maintenant des régulateurs, obligatoirement. Donc ça veut dire que le VeChain, quelque part, correspond, fait partie des rares crypto-monnaies, même très rares crypto-monnaies, à correspondre en fait à la vision qu'ont les régulateurs des crypto-monnaies en adéquation avec la régulation. Donc ça veut dire, c'est très important ça, parce que bien sûr, je le rappelle, hein, on est sur une chaîne aujourd'hui, effectivement, sur le long terme. Je rappelle très souvent dans mes vidéos. Donc, c'est vrai que c'est des projets qui, au niveau du prix, c'est vrai que c'est pas en ce moment la folie. On le voit bien dans le bear market. Et même, on voit bien que certains ont été très déçus, notamment sur les prix du VeChain, même d'autres projets, Ecomi, même Ripple, avec le XRP et tout. Enfin, on a des prix quand même beaucoup plus hauts. Mais l'objectif, ça je vous le dis toujours, de ces vidéos, c'est aussi de parler de projets, s'inscrire sur le long terme, de se projeter sur le long terme, parce que je rappelle quand même rapidement que les crypto-monnaies, on a 10 000, et que 99% de toutes ces crypto-monnaies-là n'existeront plus dans quelques années. Voilà. Et là, encore plus quand on voit l'effet désormais de la régulation. Donc vous avez un paquet de cryptos qui vont se faire lessiver. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que celles qui survivront en fait au combat de gladiateurs hein, dans l'arène, eh bien, ce seront celles qui gagneront le jackpot. Un peu à l'image de la bulle d'Internet des années 2000, qui, eh bien, on a vu les survivants, ce sont les GAFA numériques d'aujourd'hui, en fait. Facebook, Google, Amazon, etc. Voilà. Donc c'est pour ça que je trouve que c'est très important de s'inscrire sur le long terme, parce qu'aujourd'hui, c'est le cafouillis, en fait. On le voit bien, vous pouvez miser sur n'importe quel crypto juste parce qu'il y a un bon nom, quoi. Voilà. Donc, c'est pour ça que je rappelle également cet aspect-là, parce qu'effectivement, les faits sont en train de donner raison à cette hypothèse-là à partir des nouvelles, à travers également la régulation qui est en train de tomber. Donc, très bonne nouvelle, effectivement, là-dessus pour le BTN, hein, vraiment. Je continue au niveau avec un petit tweet, là encore une fois, de Hazen Reich, vous savez, qui donne très souvent des nouvelles, notamment à travers ses tweets
des événements en lien avec la fondation VeChain. Et là, donc Edenrage fait référence en fait à un nouvel événement qui s'est passé entre DNV Group avec le PDG, vous voyez, de DNV Group, pardon, Rémi Eriksson, et de l'autre côté, on a le PDG de Samsung au niveau de l'industrie lourde. Voilà, donc ils sont tous les deux là, et ils ont une sorte de certificat d'approbation qui, si j'ai bien compris, en fait, certifie en fait la vérification des données d'infrastructure, enfin de l'infrastructure et données plutôt, au niveau de leur système. Voilà. Donc c'est écrit juste derrière, vous voyez, vaisselle, big infrastructure, etc. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que derrière, eh bien, vous avez une technologie qui a été mise en place, vous avez deux entreprises qui ont coopéré pour ce certificat. Après, comment ils ont coopéré, ça, j'en sais rien, c'est pas écrit. Mais en tout cas, derrière, devinez sur quelle technologie ils sont basés. Eh bien, ils sont basés sur la technologie du VeChain. Là, c'est écrit runs on VeChain, ça veut dire fonctionne sur le VeChain. Donc là, on voit quand même qu'on a du lourd, parce que ça veut dire que le VeChain est en train d'arriver exactement à mettre en place à l'adoption de masse au niveau de son essence même, sa nature même, qui est bien de représenter un intermédiaire au final pour toutes les entreprises au niveau entre la blockchain, les technologies de certification d'authenticité et derrière les entreprises, les organisations publiques, les gouvernements, etc. Voilà, une très bonne nouvelle également là-dessus. Ensuite, je continue avec un petit tweet toujours de Eisen Raj qui fait référence cette fois à un post, vous voyez, de VeChain qui est présent sur LinkedIn également avec 36 000 abonnés. Et donc là, il parle d'un nouveau client qui a intégré donc les outils, on va dire on-chain du VeChain, c'est-à-dire de Citrus Distiller, ce qui est un fabricant de whisky. Donc à tous les amateurs de whisky qui regardent cette vidéo, eh ben, big up à VeChain, puisque voilà, on a une entreprise spécialisée dans le whisky qui maintenant se base sur les outils du VeChain pour eh bien, assurer l'authenticité de ces transactions, etc. Et pourquoi pas, à l'avenir, on aura des bouteilles de whisky en digital et donc des NFT sur le marketplace World of V, etc. Pourquoi pas? On peut tout imaginer avec VeChain. Donc voilà, on voit que VeChain continue d'accroître son influence et ses utilisations à travers le monde. Bon, je continue, et là, grosse nouvelle, du lourd, encore. Bon, je continue hein, dans cette voie-là. Je trouve des points négatifs, mais j'y arrive pas. Je vous garantis, j'essaie de trouver des mauvaises nouvelles, et j'ai pas trouvé de mauvaises nouvelles encore à vous annoncer là, récemment sur le VeChain. Bon, trouverez, trouverez. Et donc, pour vous dire, là, on a, en fait, c'est pas un partenariat, c'est plutôt une annonce de HKVAC. Donc, HKVAC, si vous voulez, c'est une agence, c'est écrit là, de notation, donc qui est située à Hong Kong. Et en fait, cette agence de notation, elle est spécialisée dans la notation, si vous voulez, de moyens de calcul, de méthodes pour certifier des index, pour créer des index notamment pour les administrations, les gouvernements, il y a Hong Kong, etc. Donc c'est vraiment une certification au niveau de cette agence qui permet quelque part d'assurer une certaine garantie à un système, hein, on va dire, on est ça comme ça. Or, là, qu'est-ce qu'a fait HKVAC? Eh bien, elle a tout simplement listé 30 crypto-monnaies qui pouvaient faire partie d'un index avec une certaine solidité. Et devinez qui on retrouve dans ce listing de 30 crypto-monnaies? Eh bien, on retrouve le VeChain. Et donc, ça rejoint exactement ce que je vous disais en début de vidéo pour l'annonce de Coinbase, comme quoi ils annonçaient le VeChain dans leur feuille de route au niveau des listings. Et bien, c'est que là, on retrouve la même chose à Hong Kong. Ça veut dire que là, on aura 10 000 crypto-monnaies qui vont se faire, qui existent. On avait 99% qui vont se faire lessiver. Les quelques rares qui résisteront seront celles qui bien, existeront pour le reste du temps parce que derrière, il y a des fondamentaux solides. Et comme par hasard, on retrouve même à Hong Kong le même délire avec le VeChain parmi les 30 cryptos qui font partie, comme par hasard également, du top 100 en termes de capitalisation boursière. Enfin, vous savez que au niveau du market cap pour les crypto-monnaies. Donc là, on retrouve dans cette liste ADA, c'est-à-dire Cardano, on retrouve Atom, on retrouve Matic, Polygon, on retrouve NER Protocol, même le Dogecoin. Voilà, je suis même surpris de retrouver le Dogecoin. On trouve Polkadot, pas étonnant. On retrouve XRP. Vous voyez, on trouve quand même Ripple, XRP, donc ça, c'est pas étonnant non plus. Algo. On trouve Shiba. Je crois que c'est le Shiba. Donc là aussi,
J'étais mort de rire quand j'ai vu ça, mais pourquoi pas. Link également, Léo, XMR, XLM, Stellar Lumens, pardon, il y a du H-bar également. Donc on voit qu'à part le Dogecoin, le Shiba Inu, je vois que tous les autres cryptos sont vraiment des poids lourds au final du système. Donc là, également, VeChain fait partie de cette liste et c'est très bon signe pour le développement du VeChain même à Hong Kong. Voilà les amis, donc, bonne nouvelle encore. On va se lasser des bonnes nouvelles, mais non, en fait on se lasse pas. Donc, je continue à dernier petit tweet lié à la fondation VeChain. Là, cette fois, je pars en Chine. On a fait Hong Kong, hein, là je pars en Chine. Et donc, le 27 juin, c'est-à-dire hier, il y a eu en fait un sommet, une réunion, ou un événement lié avec un lien entre Amazon Cloud Technologies de Chine, comme on peut voir ici, et qui s'est tenu en fait à l'exposition, au centre d'exposition de Shanghai, donc en Chine. Et donc, devinez en fait quel était le sujet majeur de ce sommet. Eh bien, c'était le V-carbone de VeChain. Voilà, avec bien sûr la transition énergétique en feuille de route. Et effectivement, quand on le voit là, il parle pas mal de traçabilité également. Alors, ça bug un peu. Voilà, on voit derrière, on voit que c'était le sujet de l'écologie. Enfin, voilà. Bon, je vais pas m'attarder là-dessus. Je vous mettrai les liens de toute façon, mis d'articles. Mais voilà, on voit que les Chinois, bah, c'est des hypocrites quand même. Ils ont interdit les crypto-monnaies sur leur sol, mais on voit très bien qu'en fait, derrière, enfin, ils jouent pas vraiment le jeu de l'interdiction. On voit qu'ils sont quand même très intéressés, même ils utilisent les outils mis en place par VeChain pour assurer derrière leur propre développement technologique au niveau de la transition énergétique avec V-Carbone. Voilà, donc c'est quand même du lourd qui est en train de se passer pour le VeChain. Et d'ailleurs, regardez là, comme par hasard, j'étais surpris de voir ça, il y a 2,94 millions de tweets qui sont en lien avec VeChain quand même. Donc on voit que c'est en train de, même au niveau de la hype, on sent qu'il se passe quelque chose. Voilà les amis. Donc après, je vous invite également à voir ma vidéo si vous ne connaissez pas le projet VeChain, pour comme ça vous voyez un peu à quoi ça ressemble si vous ne le connaissez pas. Je vous rappelle également que je ne suis pas un conseiller en investissement, un conseiller financier, donc très important. Vous devez faire vos propres recherches avant de prendre toute mesure en lien avec VeChain ou n'importe quel projet que je présente dans cette vidéo. Parce que je rappelle également que je n'ai aucun lien, aucun partenariat avec ces projets. Bon les amis, donc une fois que ça c'est dit, je continue et je vais continuer avec le prochain projet et notamment VV Digital Collectibles comme d'habitude. Donc là regardez, donc je vais faire le, je sais pas de nouvelles on va dire sur le projet, sur les jalons du projet. Par contre je vais vous montrer les drops qui a eu lieu la semaine dernière. Donc vous avez, alors ça c'était hier, je crois qu'il y a eu un, je fais dans l'ordre décroissant hein, au niveau des dates de drop. Donc là, il y a eu un X-Men au niveau des comics qui est sorti. Là, il y a également qui est prévu, donc au 30 juin, vous voyez, dans 2 jours, il y a un drop qui est prévu sur les Platinum, hein, toujours, en termes de platine. Il y avait déjà eu un premier drop, je crois que c'était Disney en plus, c'était Marvel, je sais plus. Mais en tout cas, là, vous avez un deuxième drop platine avec cette fois les figurines de Disney et notamment les Toy Story, peut-être on imagine bien, on voit là, en ligne de mire. Voilà, sinon, il y a également, donc 28 juin, c'est aujourd'hui, il y a également un Hulk, un drop sur le Red Hulk, c'est-à-dire le Hulk rouge qui est en train de sortir. Donc c'est le troisième drop en lien avec les personnages Hulk qui sont sortis. Donc pourquoi pas, si vous aimez bien Hulk, eh bien, écoutez, vous pouvez collectionner cette figurine en plus. Je continue les amis, il y a également important, vous avez eu effectivement les drops de Thanos. Là on voit la communauté qui se réjouit d'avoir été sélectionné dans ce airdrop. Et effectivement, on a en plus dégoté le secret rare. Et c'est vrai qu'au niveau des prix, enfin, on voit que ça décolle. Donc on voit la concrétisation effectivement de l'événement où il fallait crafter, brûler des NFT pour avoir d'autres NFT. Et on voit que la finalité c'était l'obtention de Thanos. Donc c'était un petit jeu en même temps qui a été quand même couronné de succès quand on voit le résultat et les réactions de la communauté. Voilà, je continue. Ils ont continué avec des drops, effectivement, des DC Comics, pardon, des comics et en X-Men à Marvel. Là, on voit la communauté qui fait des petits posts, etc. Ils ont également, très intéressant, ils ont également sorti cette fois en lien avec DC League, donc avec les Batman, tout ça, enfin, Superman, etc. Et là, ils ont sorti Dark Seed. Voilà, comme vous pouvez le voir.
Donc là, on a un petit. Ils ont fait un petit montage, enfin, VV Voltmaster fait un petit montage. Il a mis Thanos contre. Enfin, Marvel en gros, contre Darkseid, c'est-à-dire contre DC Comics. Les deux mondes qui s'affrontent. Bon. Voilà, donc vous avez eu ça, et surtout très intéressant, là je vais vous montrer un article directement, je suis directement sur le site, vous voyez, de VV, comme vous pouvez voir ici. Il parle de DC donc, et du Darkseid, mais surtout moi ce que je trouve intéressant, je vais vous montrer, je vais le partager, c'est le nouveau système de waitlist. C'est-à-dire que jusqu'à maintenant, on avait un système de drop, et c'est-à-dire qu'à la seconde où le drop sortait, pour avoir une chance d'avoir le drop, d'avoir accès, eh bien, il fallait être comme des fous appuyer sur le bouton achat pour tenter d'avoir le drop. Sauf que là, ils ont changé le système, ils ont mis un système de wait list. Ça veut dire que vous avez un système où 30 minutes avant le drop, vous avez la possibilité, à condition que vous ayez un compte vérifié, eh bien, d'entrer dans la wait list. Et si vous êtes assez chanceux, eh bien vous êtes retenu dans la réservation et après vous aurez 15 minutes pour compléter votre achat et sans stress, sans avoir appuyé comme un fou, comme un dingue sur le bouton d'achat pour essayer d'avoir une chance de remporter le drop. Voilà, donc là on voit bien qu'ils ont revu leur copie là-dessus de façon à rendre plus fluide le système. Donc c'est plutôt sympa. Voilà les amis, donc là aussi j'ai pas d'autres nouvelles hein, pour VV Digital Collectibles. Je vous invite à voir la vidéo sur le projet avec l'entreprise Ecomi, l'application VV, etc. N'hésitez pas. Et sinon, eh bien, je continue avec Ultra cette fois. Donc première information, et avec un tweet, vous avez des Ultra Games notamment, c'est-à-dire des jeux présents sur la plateforme Ultra, qui, je rappelle, est un projet de Web3 qui va rassembler un peu comme Steam. Ça va être le concurrent de Steam, mais lié au Web 3.0. Et donc là, première information, à partir du 29 juin, c'est-à-dire demain, eh bien, on aura, jusqu'au 17 juillet, vous voyez, il y aura des promotions faites sur tous les jeux, ou du moins une partie des jeux présents sur la plateforme Ultra, et notamment en lien des jeux en lien avec ces développeurs. Là, je ne sais pas les citer parce qu'ils ont des noms, je n'arrive pas à les dire, à part Skybound Games par exemple. Mais vous voyez le principe. Comme sur Steam au final, avec les promotions d'été, d'hiver de Steam, c'est le même principe. Voilà les amis. Et donc maintenant, je vais continuer également. J'ai repris ici dans un article de Medium sur Ultra avec les notes de mai Ultra et j'ai repéré des choses que je ne vous ai pas dit effectivement que j'ai manqué. Donc je vais me rattraper, je vais vous les dire maintenant. Donc il y a eu plusieurs choses. En mai, donc ils ont mis des systèmes effectivement de référence. Bon, ça on s'en fout un peu, c'est plus pour ceux qui jouent le jeu vraiment et qui en fait recommandent la plateforme. Donc ils ont des prix derrière. Mais surtout, ce qui est intéressant, c'est effectivement, donc je rappelle, il y avait un partenariat entre Smart Token et Ultra qui avait été fait en mai, et c'est justement sur l'expertise liée aux solutions de tokenisation. Et si je vous rappelle ça, c'est qu'on va voir derrière, il y a une information que je ne vous ai pas dit, que je vais voir vous me rattraper, je vais vous le dire. Donc là, ils annoncent effectivement les nouveaux jeux sont sortis sur la plateforme. Bon, c'était en mai, donc ça date un peu. Mais juste, je vous rappelle rapidement, c'est pas des jeux connus hein, pour le moment. Ah, voilà, c'est intéressant. Donc là, on voit bien qu'on entre dans le dur de l'essence même, la nature même de ce que veut devenir la plateforme Ultra. Et là, on voit qu'il y a des NFT qui sont en train de sortir, qui ont été en lien avec un jeu créé par des développeurs, un studio, et qui est présent sur Ultra. Et donc, ils ont sorti ce qu'on appelle des NFT sur la plateforme unique de Ultra. Et donc là, je vais vous le montrer, donc là, je suis sur l'application Ultra, comme vous pouvez le voir, qui est toujours en bêta. Et là, je suis sur donc, la version, on s'écrit là, normalement, Unique Launchpad. Vous le voyez là, sur le Unique Marketplace, comme vous pouvez voir ici. Donc, ça charge. Et donc, vous retrouvez effectivement ces gobelins. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que les gens qui ont, apparemment, hein, j'ai bien compris, qui avaient déjà joué à ce jeu-là, eh bien, ont eu un airdrop et ont reçu ces NFT. Et derrière, vous voyez qu'il y a vraiment un système de tokenisation déjà, mais également de revente, et avec également des bénéfices derrière, parce que regardez le prix des NFT quand même. Bon, là, vous avez 175 euros celui-là, vous avez 68 euros pour les NFT de Gobelin, enfin, c'est quand même pas rien. Donc ça veut dire que derrière, il y aura vraiment un aspect de play to earn au final, et qui est vraiment légitimé par la plateforme Ultra. Ça, je trouvais vraiment intéressant là-dessus. Bon, donc je continue dans leur
dans leur article de Medium, avec notamment, cette fois très important, on va avoir les mises à jour au niveau du développement. Et là, on entre en fait dans les jalons feuille de route, comme pour l'application VV. Vous savez, très important de voir un peu les jalons et leur progression au niveau du développement. Et là, c'est vrai qu'en mai, enfin en fin mai, début juin, ils ont sorti la version 4.0.0 d'Ultra, avec notamment le système de tokenisation. Et ça veut dire que depuis cette mise à jour, eh bien, il y a une possibilité désormais que les jeux que vous achèterez potentiellement sur Ultra soient tokenisés. Et donc, s'ils sont tokenisés, eh bien, vous aurez également l'aspect des NFT uniques dans votre inventaire et dans le marketplace de Ultra. Et donc, ils disent également que les jeux qui sont tokenisés peuvent être effectivement échangeables ou pas. Et ça, ce sera des paramètres qui seront configurables uniquement par les studios et les développeurs du jeu. Voilà, donc apparemment, il y aura des jeux qui sont tokenisables, d'autres non, et ça dépendra de la politique que veut mettre en place en fait les studios présents sur Ultra. Mais en vrai, franchement, ils auront tous intérêt à tokeniser parce que derrière, sur le marché secondaire, il va forcément y avoir un marché secondaire des NFT, du coup, comme pour tous les NFT, mais cette fois de jeux vidéo. Et donc, les développeurs, en fait, pourront mettre un système de commission sur chaque revente derrière, à l'infini, du coup, et pourront toucher des sous sur des loyalties sur les reventes. Voilà, donc ils ont tout intérêt, tous les développeurs ont intérêt, en fait, à tokeniser leur jeu, clairement. Et d'ailleurs, en parlant de ce système-là, les jeux tokenisés seront donc transférables ou non. Donc là, ce sera, c'est-à-dire vers d'autres plateformes. Donc là aussi, et ce sera effectivement là aussi les studios, les développeurs qui devront choisir ce système-là ou pas. Et enfin, tous ces jeux tokenisés qui seront donc effectivement transférables ou pas, eh bien, auront un prix minimum de revente en UOS Ultra et en dollars également, et ce ne sera pas systématique, c'est une possibilité. Donc là, je trouve que c'est très intéressant, parce qu'on entre dans le dur du dur de l'essence même de la marketplace ultra, c'est qu'aujourd'hui, il n'existe pas de système de revente de jeux vidéo de l'aspect numérique. Quand vous achetez un jeu vidéo sur Steam, bah, vous ne pourrez jamais le revendre, hein. C'est clair. C'est la politique même de Steam qui veut ça. Là, grâce au Web 3.0, à la blockchain, au NFT, etc., justement, Ultra est en train de révolutionner, mais littéralement, il est en train de le faire là, sous nos yeux, ce système-là. Et c'est très bien dans le milieu dans lequel nous sommes, en plus avec l'inflation, etc. C'est-à-dire que vous aurez la possibilité d'acheter un jeu en plus en promotion. Là, on voit qu'il y a les promotions. Et derrière, vous aurez la possibilité peut-être, s'il est tokenisé ce jeu-là, de le revendre et de récupérer une partie de ce que vous avez investi dans ce jeu. Très intéressant. Et si en plus derrière vous gagnez des NFT en lien avec le jeu en airdrop ou je ne sais quoi, si vous êtes bon avec des tournois ou je sais quoi, bah, limite vous gagnerez même de l'argent plus que ce que vous avez acheté au niveau du jeu. Donc là, on entre dans un système quand même assez lourd, dingue, même pour la révolution du jeu vidéo, quoi, tout simplement. Bon, bah pareil, hein, je vous invite, j'ai fini sur cette partie du projet. Je vous invite à voir la vidéo là que j'ai faite sur le projet Ultra que je vous présente plutôt de A à Z, enfin, du moins avec les mises à jour qu'il y avait à l'époque. À voir si ça a été dépassé entre temps, à voir. Et puis sinon, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à regarder. Bon, sinon je continue, cette fois je passe aux actualités crypto les amis, et là ça va déménager, vous allez voir, il y en a beaucoup des actualités crypto à voir. Je vais commencer par, si ça veut bien marcher, voilà, par petit article de journalducoin.com avec notamment l'ETF Bitcoin et Ethereum. Le groupe britannique, donc HSBC Bancaire, fait le grand saut à Hong Kong. Voilà, donc là, ça y est, on voit qu'en ce moment, on a les institutionnels qui, grâce à BlackRock, ou à cause, je ne sais pas, de BlackRock, eh bien, on a eu le top départ, et tous les institutionnels se jettent maintenant sur les ETF, Bitcoin, crypto, Ethereum, etc. Et donc là, on voit que on a d'un côté aux États-Unis plusieurs hedge funds de sociétés capital risque comme BlackRock, mais également Fidelity et d'autres entreprises du même acabit entre 5 et 6 qui se lancent dans les ETF Bitcoin, on fait des demandes. Mais là, on voit que HSBC s'est tourné vers Hong Kong. Donc, on voit que Hong Kong est en train de plus en plus de devenir un hub crypto au final. C'est ça qui est étonnant, alors qu'en parallèle, derrière, il y a la Chine en arrière-plan avec Hong Kong.
et alors que la Chine interdit les crypto-monnaies sur son sol. Donc là, c'est quand même, on se pose des questions, hein. Bon, voilà. Donc là, c'est une bonne nouvelle, mais en même temps, c'est une mauvaise nouvelle. Et ça, je vous le dis, je pense que ce serait vraiment une vidéo spécifique sur les ETF Bitcoin pour vous expliquer. Mais rapidement, il faut savoir que quand vous avez un ETF Bitcoin, vous n'achetez pas réellement du Bitcoin derrière. Un ETF, c'est un indice. Donc, c'est un indice qui est rattaché au prix du Bitcoin. Donc, ça veut dire que quand vous achetez un ETF Bitcoin, en fait, vous pariez quelque part, vous faites du trading, vous pariez à la hausse ou à la baisse du Bitcoin, mais jamais en aucun cas vous achetez réellement du Bitcoin. Donc là, c'est ça la nuance. Donc ça veut dire que là, le système, en fait, il est en train d'être institutionnalisé. Donc c'est bien et un avantage, ça veut dire que les crypto-monnaies sont en train d'être légitimisées et même intégrées dans le marché traditionnel. C'est ça que ça veut dire. Mais en inconvénient, ben, forcément, l'aspect décentralisé, il y en a beaucoup moins. Donc, on va voir que ça va se donner sur le long terme pour les prix du Bitcoin. On va voir si, ben, comme il est en train d'être absorbé par ce genre d'entreprise comme BlackRock, etc., on va voir si les bull runs auront toujours le même effet ou pas. Ça, c'est une bonne question. Et puis, ben, on verra bien dans un an, 2 ans, au prochain halving déjà du Bitcoin et au prochain bull run. Mais là, déjà, on peut poser des questions là-dessus. Bon, première info du coup. Ensuite, deuxième information, cette fois j'ai un article de cryptost.fr. Donc là on a la place de marché NFT Magic Eden qui s'ouvre au BRC20 de Bitcoin, c'est-à-dire aux Ordinals. Donc là aussi, on a le Bitcoin qui est en train de se démocratiser sur les NFT, vous savez, les Ordinals. Et donc les plateformes de NFT sont en train d'accepter de plus en plus ces nouveaux genres de NFT Bitcoin. Donc très bonne nouvelle pour ceux qui détiennent des BRC20, qu'il y a de grandes chances, du coup ça se continue à se développer. Troisième article, donc là, alors je sais pas si ça bug un peu là, voilà. Troisième article de cointribune.com, donc là j'ai la réglementation des crypto-banques, l'UE frappe fort. Donc là, pour vous dire, je vous rappelle, effectivement je vous l'ai dit tout à l'heure, qu'il y avait un système qui était déjà discuté il y a quelques mois, j'avais fait une vidéo là-dessus, et c'est vrai que les législateurs de l'Union européenne ont prévu la loi MiCA, ils ont prévu la loi TRF pour encadrer les crypto-monnaies, les plateformes exchange dans leur ensemble, mais là ils parlent d'une réglementation cette fois des crypto-banques. Donc c'est encore autre chose. Et dans cette régulation des crypto-banques, il y avait en principale volonté de mettre un système de garantie de pondération de 1250% sur les investissements, sur la détention des crypto-monnaies par les crypto-banques. Là, pour vous dire, autant vous dire que si une banque crypto-banque fait faillite dans ce cas, c'est que vraiment elle l'aura voulu, hein, clairement. Donc, voilà pour vous dire que c'est en train de. Bah, ça y est, c'est mis en place, ça a été adopté par les régulateurs. En tout cas, c'est en très très bonne voie, parce qu'il y a eu des premières étapes qui ont été validées. Voilà, donc c'est en train d'être mis en place. Pour dire que là, la réglementation, c'est plus un paramètre secondaire, c'est un paramètre vraiment primaire à prendre quand on veut investir dans les crypto-monnaies ou en acheter quelques-unes aujourd'hui. Je continue avec un autre article, les amis, toujours dans la régulation. Là, j'ai un article de coins.fr, le Data Act. Donc effectivement, le Data Act, c'est en lien avec les données numériques. Et là, ce qui est en train de se passer, c'est qu'on a la référence au smart contract maintenu mais encadré. Et en fait, c'est vrai que ça inquiétait beaucoup certaines entreprises du milieu des crypto-monnaies, notamment Polygon, Cardano, etc. aussi. Et en fait, ce qui se passe, c'est que, vous savez, les smart contracts, normalement, il y en a beaucoup dans la DeFi, dans les blockchains publiques, etc. Et là, ce qu'exigent les régulateurs, c'est de mettre en place un bouton de sécurité, comme sur les machines industrielles, c'est-à-dire que vous appuyez sur le bouton, ça arrête tout. Sauf que là, ils veulent le mettre en place sur les blockchains et n'importe lesquelles blockchains en lien avec les smart contracts. Donc, eux, ils rassurent les marchés, ils rassurent les entreprises crypto en disant que ce sera uniquement, ce sera des boutons d'urgence, entre guillemets, uniquement liés au blockchain avec des clauses spécifiques, mais n'empêche que les entreprises crypto ont peur que ça démocratise cette loi-là et que ça s'applique à toutes les blockchains. Et donc, si ça se maintient à toutes les blockchains, cette loi-là, eh bien, ça veut dire que c'est la fin, quelque part, des blockchains décentralisées et de la DeFi. Parce que ça veut dire que vous auriez un régulateur qui aurait la possibilité d'appuyer sur le bouton rouge et de supprimer, si ça ne lui convient pas, tout le système de la blockchain. Donc là, quand même, on est dans un cadre, là quand je vous dis que ça commence à sentir quand même le roussi au niveau de la régulation, c'est qu'ils mettent le paquet. Et bien sûr, ce Data Act, on n'entend pas vraiment parler.
Là, vous avez un article de coins.fr, mais sinon, vous n'avez pas des masses d'informations dessus. Donc, pour vous dire que, quand même, ça prend de l'ampleur la régulation de crypto et même au niveau de l'Union européenne, hein. Ensuite, je continue avec quelques petits derniers articles pour rester cette fois dans la positivité. Effectivement, là j'ai un article de journalducoin.com, crypto-monnaie et intelligence artificielle, deux mondes liés d'après Paradigme. Donc là, ce que je vous disais, j'ai déjà parlé du triangle technologique de la blockchain. En fait, c'est les crypto-monnaies, l'intelligence artificielle, exactement ce que dit Paradigme, mais il reste également les données numériques. Et comme par hasard, c'est en lien avec l'article précédent que j'ai montré, avec le Data Act. Donc on voit bien que l'avenir en fait, du monde technologique, il se base bien sur l'intelligence artificielle, les cryptos et les big data. Voilà. Donc ça, la bonne nouvelle, ça veut dire que, et ça montre bien par exemple la Chine qui a interdit les cryptos, mais qui fait comme si elle ne les avait pas interdits, parce que on voit bien que Hong Kong est en train de devenir le hub crypto et que la Chine eh bien, se jette sur le VeChain notamment pour au niveau technologique. Donc on voit que quelle que soit la régulation, je pense qu'il va y avoir, les crypto-monnaies qui ont qui ont des valeurs fondamentales, qui ont une solidité réelle, eh bien, malgré la régulation, et c'est pour ça que je parle notamment du VeChain, eh bien, malgré la régulation, elles n'auront aucun problème. Comme par hasard, vous voyez, le VeChain qui a des fondamentaux extrêmement solides, qui est extrêmement utile pour les gouvernements, bah, eux, ils n'ont aucun problème. Ils ont le boulevard devant eux et ils n'ont aucun obstacle pour l'instant. En tout cas, après, on verra ce que ça donne dans l'avenir. Voilà. Donc c'est pour ça qu'il faut rester positif aussi sur les crypto-monnaies, c'est parce que c'est devenu indispensable en fait, simplement. Bon, je continue les amis avec dernier petit article là, ça va être chaud bouillant par contre. Crise de cointribune.com, Jim Rogers prédit le pire bear market de toute son existence. Après, quand là il parle, je vais vous montrer qui c'est Jim Rogers, c'est lui. Voilà, Jim Rogers sur la fiche Wikipédia de Jim Rogers. Donc c'était en fait le cofondateur avec George Soros, célèbre milliardaire pro-démocrate, de Quantum Fund. Donc, Quantum Fund, en fait, c'est un fonds d'investissement international qui a été fondé en 1970 et qui a été un des fonds d'investissement qui a fait le plus gros chiffre à l'époque, hein, avec des rendements de 3, alors, je sais pas, c'est 3360%, 3, enfin bref, voilà. Donc là, c'était un des meilleurs taux de rendement à l'époque. Bon. Et donc, ce personnage, Jim Rogers, après, il a quitté donc Quantum Fund et il s'est mis, en fait, il a fait le tour du monde en motocyclette. Il a fait 500 000 km, il a fait voilà, le tour du monde, il est dans les livres Guinness Records, etc. Et donc, il a écrit des livres, notamment sur les investissements. Donc, c'est un investisseur, en fait, chevronné, au même titre que George Soros, un milliardaire. Sauf que ce qui est étonnant quand même, c'est que Jim Rogers, c'est un républicain, on voit, un parti républicain, alors que George Soros, c'est un des premiers donateurs du Parti démocrate. Donc déjà, au niveau politique, ils ne sont pas d'accord. Et donc, ce que dit Jim Rogers, c'est qu'en fait, on va s'engouffrer là dans une crise, et on est peut-être déjà dedans, en fait, sans s'en rendre compte, qui sera une des pires crises de l'histoire économique depuis 1929, en fait. Ça, il ne le dit pas, mais ça, c'est moi qui le dis. En tout cas, lui, il dit elle ressemblera beaucoup à la crise de 2008, et même elle sera pire, tout simplement parce que la crise de 2008, lui, il dit qu'elle a été provoquée par les... Donc, je remonte l'article hein, de cointribune.com pour remettre le... Voilà. Lui, il dit que voilà, ce sera tous les ingrédients pour faire une récession du type 2008 sont là, estime l'investisseur américain Jim Rogers. Voilà. Mais en quoi leur particularité, le pire est à craindre pour bientôt. Enfin, ça veut dire que là, on n'a pas atteint le dur du dur, hein. On n'a pas encore, on est au début du guet, quoi. On n'est même pas au fond du trou, on est au début. Donc, là, pour vous dire, moi, je suis plutôt d'accord hein, dans ce sens-là, c'est que en fait, c'est provoqué par la crise des dettes. Donc, 2008, c'était la crise des dettes, sauf que entre 2008 et aujourd'hui, les dettes ont été multipliées. Par exemple, on l'a vu avec la balance sheet de la Réserve fédérale américaine, par 8 notamment. Le budget de la Fed a été multiplié par 8 depuis les années 2000. Donc, quand même, c'est pas rien. Et donc, c'est pour ça que les dettes ont tellement explosé que du coup, la crise qui devrait là s'annoncer, qu'on est déjà en train d'aborder, je pense, eh bien, sera presque proportionnelle en fait. Et donc, c'est pour ça que là, on a des hausses des taux d'intérêt complètement record parce que la crise est bien pire que celle de 2008 en fait.
C'est ça qui ressort un petit peu de la vie de Jim Rogers qui a 80 ans et donc qui a vécu déjà les crises précédentes. Voilà les amis. Donc c'est pour ça que là je passe à la fin de la vidéo, hein, ça y est j'ai fini. Mais quand on prend du recul sur tous ces événements, c'est ça que c'est très important de bien de ne pas mettre tous ces deux dans le même panier. Mais du coup aujourd'hui les paniers, vous avez le système bancaire qui est un panier, vous avez les crypto-monnaies qui sont un panier, vous avez l'or, l'argent qui sont un autre panier. Et donc c'est vrai que ça peut être intéressant. Après, je vous rappelle bien sûr, je ne suis pas un conseiller financier encore une fois, que vous êtes maître de votre argent et que toujours dans l'aspect investissement, c'est très important de miser vraiment sur tous les paniers de façon à ce que s'il y en a un qui coule, et le problème c'est qu'aujourd'hui le système bancaire, eh bien, on le voit, notamment avec la crise bancaire aux États-Unis, eh bien, il n'est plus aussi solide qu'avant, en tout cas, on le voit bien, ça devient évident, et aussi à cause des dettes. Voilà. Donc c'est bien qu'il y ait d'autres paniers existants. Après, l'or et l'argent, c'est le panier qui existe depuis la nuit des temps, peut-être un des plus sûrs, mais un des moins sympas en termes d'investissement, en termes de retour sur investissement. Mais si on a une crise majeure, l'intérêt, ce sera surtout de bloquer son argent de façon à lutter contre l'inflation, en fait. Voilà. Donc après, à vous de voir ce que vous voulez faire, mais en tout cas, je trouve que ces informations sont importantes pour essayer de ne pas, en fait, subir la prochaine potentielle crise de plein fouet et de, genre, la bouche ouverte, de demander qu'est-ce qui nous tombe dessus, quoi. Voilà, tout simplement. Bon, bah sur ce les amis, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à mettre un like pour soutenir ma vidéo et ma chaîne, à vous abonner également pour soutenir ma chaîne. Et puis sinon, bah, écoutez, moi je vous fais la bise et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos. Ciao.